Et à toutes ceux qui sont debout, si vous voulez bien vous avancer, vous asseoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais écrire un petit papier pour annoncer, ça démarre mal, puisqu'on devait accueillir Paul Mourlac, le député, mais il sera en retard. Donc soit il prendra la parole en arrivant, soit vous aurez l'occasion de causer avec lui en prenant le verre de l'amitié. Je vous propose de démarrer. Donc monsieur le conseiller départemental Boris Lemaire, qui est maire de Questembert, Marie Boterf, qui prendra la parole tout à l'heure, conseillère départementale, monsieur le vice-président de la communauté, je parle de Pascal Guiblin. Alors il y a plein de présidents à la communauté, je vais en citer qu'un, parce que c'est lui qui va parler au nom de la communauté de Questembert tout à l'heure. Et puis si vous le voyez partir rapidement, c'est pas qu'il nous boude ensuite, c'est parce qu'il a des obligations familiales. C'est un fidèle des vœux, Pascal, merci d'être là. Messieurs les maires et chers collègues, donc j'ai vu Michel Guérignon, maire de Béric, Dominique Bonne, maire de Saint-Gravé. Raymond Weix, je ne l'ai pas vu, il devait arriver tout à l'heure avec Joël. Ah, il n'a peut-être pas fini sa galette, il y avait aussi les vœux cet après-midi à Lecourt. Simone Malville, maire de l'Arrêt, est là avec Loïc. Serge Lubert, maire de Mézal, est présent. Gilles Doposé, adjoint de Pluerlin, est présent. Il est avec Franck, donc oubliez le nom, il m'excusera. Stéphane Gombourg, maire de Rochefort-en-Terre, est excusé. Bernard Chauvin, maire de Cadin, est présent avec Patrick Royot, adjoint. Madame Frédéric Griffon et Georges Souris, qui sont adjoints à la mairie de Montlac, sont présents. De Malensac, je ne crois pas Morgane, mais c'est Gaël qui devait peut-être passer tout à l'heure. Monsieur Rossi, maire de la Trinité-sur-Zur. Et monsieur Ferrel, maire d'Ardal. Alors vous avez vu, on invite les municipalités évidemment de Questembert communauté, celles qui sont riveraines. Si Samuel est là avec nous ce soir, c'est parce qu'on s'échange des vœux régulièrement et on s'invite mutuellement aussi à nos cérémonies de vœux. Et jusque-là, j'aurais pu aller ni bu venir à nos actes, mais pour ce soir, c'est une première. Et on est content de l'accueillir. Messieurs des corps constitués, donc les gendarmes, l'adjudant Soyer, qui commande la brigade d'Elvin, est avec nous. Les pompiers de Musac sont représentés avec monsieur Fourchet. Directrice d'école, donc j'ai vu Bénédicte Garanger pour l'école Notre-Dame de la Clarté, et c'est Martine qui représente l'école La Farandole.
Donc, mesdames, messieurs les responsables d'associations, mesdames, messieurs les responsables d'entreprise, mesdames, messieurs, chers Lausacoises, chers Lausacois, c'est un peu trop fort, peut-être ça résonne, je crois, maintenant. Les chers Lausacoises, chers Lausacois, bon. Ah bon, je le faire peut-être, ou alors on envoie celui-là. Vous vous souvenez, l'année dernière, ça avait été très perturbant, ces jeux de micro, ça ne marchait pas. Donc j'espère que ça va être mieux cette année. Et on voit nos amis de Lecourt qui nous rejoignent. Je disais que Raymond est avec Joël, je vous ai présenté déjà. Et puis avec son épouse, qui est aussi une Lausacoise. Installez-vous. Ah bon. Ça c'est mieux. Est-ce que quand je parle comme ça, vous entendez au fond? C'est juste, hein? Est-ce que comme ça c'est mieux? Pas encore? J'espère qu'on va y arriver. Non? Faut qu'on est plus proche. Ah non, ça tape. Est-ce que comme ceci ça va aller? Oui, c'est bon? Bon, c'est très bien. Parfait. Ah. Il est éteint pourtant. On va y arriver? Bon, merci. N'hésitez pas à intervenir si ça se dérègle, parce que c'est ennuyeux. Donc je disais, chers Lausacois, bonsoir à tous, et évidemment bienvenue. Et bonne année 2024, qu'elle soit pour vous une année de bonheur, de réussite, et surtout de bonne santé, bien évidemment. On a évidemment une pensée pour ceux qui sont absents ce soir, ou qui auraient voulu être avec nous, qui ne peuvent pas, et donc une pensée pour eux. On ne peut pas ignorer non plus en ce début d'année le contexte international. Il y a souvent des mauvaises années. On a connu des périodes de vœux avec le Covid, avant avec des attentats. En France, on peut dire que la situation est à peu près apaisée, mais on connaît tous cette situation en Ukraine avec une guerre qui s'éternise. Poutine qui a voulu cette guerre. C'est un peu absurde, mais on pense aux Ukrainiens, évidemment. Gaza et sa tragédie humaine. Et puis des conflits aussi qui existent, qui sont peut-être moins médiatiques, mais je pense aux conflits qui peuvent exister en Afrique. Néanmoins, pour nous, eh bien, cette année 2024, on doit chacun à notre niveau essayer de travailler pour l'améliorer. On a la chance de vivre en Europe dans un espace démocratique qui est un havre de paix par rapport à d'autres régions du monde. Et donc on aura, pour faire vivre cet espace démocratique, un outil qui est le vote. Il y aura un vote le 9 juin 2024. Et je vous invite tous à agir en tant que citoyen, parce qu'on sait bien qu'il y a un décalage parfois entre les citoyens et l'Europe, mais c'est une élection importante. Il ne faut pas forcément qu'on ramène ça à la politique française, et donc je vous invite, parce qu'on a toujours peur de plus en plus quand il y a des élections, que le nombre de votants diminue, et cet outil qui est le vote, il faut l'utiliser. Quelques chiffres pour démarrer sur Lausac, donc des chiffres sur la démocratie, les naissances, les décès, les mariages, les permis de construire. La population, donc au 1er janvier 2024, officiellement, on est 1227. Alors c'est un chiffre qui pourrait être discuté, parce qu'évidemment il tient compte du dernier recensement. Chez nous, il est un peu ancien déjà, donc c'est une réactualisation sur des indices qui est fait. Je pense qu'on est un peu plus nombreux que ça. L'idée n'est pas non plus de grossir pour grossir en termes de population. On a toujours voulu avoir à Lausac une croissance raisonnée. On est heureux d'accueillir de nouveaux habitants, évidemment, mais ce qu'on souhaite surtout, c'est que l'équilibre le plus harmonieux possible, ce qu'on essaye de faire vivre à Lausac, bien perdure. Sur les naissances et les décès, donc nous avons 9 naissances, 4 décès. C'est un solde positif qu'on a régulièrement depuis quelques années, ce qui fait que notre population a plutôt tendance à rester jeune. Certains de ces enfants qui naissent, 20 ou 30 ans après, ont décidé de se marier, parfois même plus tard. Donc on a eu 8 mariages en 2023. Sur l'urbanisme et les permis de construire, on a délivré 45 permis de construire, donc 25 pour des maisons individuelles et 42 déclarations préalables. Les actions 2023, ce sur quoi le conseil municipal s'est engagé et qu'il a réalisé, c'est la boulangerie. Bon, je ne suis pas très long sur la boulangerie parce qu'on l'a inaugurée le 9 décembre et on en a beaucoup parlé. Vous avez aussi l'occasion de voir des commentaires dans la presse. Mais c'est typiquement quelque chose qui aboutit au milieu de mandat. C'est-à-dire qu'en 2019, on avait l'idée dans l'ancienne mandature. On l'a présenté avant les élections de 2020.
On a validé ces choix-là en 2020. En 2021, on a élaboré le projet. En 2022, on a créé la boulangerie. En 2023, on l'a livré. Donc c'est typiquement c'est un gros projet ambitieux pour Lausac. On va trouver un équilibre économique. Elle a été ouverte le 3 octobre 2023, inaugurée le 9 décembre. Ce que je retiens de ce projet, c'est que on a été régulièrement, parce que évidemment c'est un projet qui était ambitieux, on a eu régulièrement des gens, même des gens qui quittaient Lausac, qui nous ont dit continuez, c'est un beau projet, on est content pour Lausac, c'est structurant, une boulangerie. C'est aussi que le chantier s'est relativement bien passé, comme tout chantier, il y a des aléas, mais globalement, ça s'est bien passé, on a tenu des délais, et c'est un bel ouvrage qui a été fait par les artisans. Tous les adjoints se sont fortement impliqués dans ce projet, mais c'est Laetitia Léon qui a été la plus à l'œuvre sur ce dossier, je la remercie. Et puis pour conclure là-dessus, c'est de dire que c'était aussi une belle rencontre. Ce projet ne serait sans doute pas né si on n'avait pas rencontré Olivier et Aurélie qui sont venus se présenter à Lausac. Rapidement, on a vu qu'on avait des porteurs de projets compétents. On a passé un pacte, c'est resté dans l'oralité pendant presque 2 ans, avant qu'on signe quoi que ce soit. Et cette confiance du début à la fin est importante parce que c'est un engagement et pour eux et pour nous important. Le fait que ça se termine comme ça, je les en remercie. Les Lausacois, vous avez bien joué le jeu, les Lausacois et les gens des environs. Il faut continuer à consommer à la boulangerie de Lausac parce qu'il faut que le projet vive le mieux possible. Dans les métiers de la bouche, ce qui s'est passé en 2023 à Lausac, c'est aussi l'ouverture du kebab. Donc c'est Sébastien Masson qui a ouvert, ça démarre très bien, ça a ouvert fin septembre. Un des changements à Lausac en 2023, c'est aussi la 3e tranche d'Arc Graël. Alors souvenez-vous, la première tranche, on a mis presque 10 ans avant les 40 premiers lots. La deuxième tranche est vendue en 18 mois. Et là, avant la mise en vente, on avait déjà 70 demandes pour 34 lots. Donc on a dû prioriser. On a essayé de faire une grille de priorisation, on s'est fait accompagner pour ça. Et les élus ont choisi de privilégier un peu les gens qui avaient des enfants scolarisés à Lausac, des gens qui travaillaient sur Lausac, ou qui avaient des liens forts avec Lausac. Après, parfois, les banquiers ont mis leur veto sur certains projets, mais on peut dire qu'on arrivait à satisfaire la plupart des gens qui étaient le plus demandeurs. On a encore un peu augmenté les densités à l'hectare. C'est une nécessité pour utiliser au mieux l'espace à construire que l'on a. On a beaucoup travaillé sur cette 3e tranche, sur autant les premières tranches, on avait travaillé sur l'isolation de la maison et la valorisation du soleil. Autant là-dessus, on est plutôt sur la maison de 2050, celle qui connaîtra peut-être des canicules à répétition. Et donc, on a travaillé sur les ombrages, sur la végétalisation, sur les huisseries, pas pour renchérir le coût de la maison, mais pour faire en sorte qu'elle soit pensée pour être le plus habitable possible si on a des canicules régulièrement. On aura fini quasiment avec Arc Graël, il nous restera une 4e tranche de 10 lots. Les parcelles sont achetées maintenant. Il reste aussi un petit lot de 5 lots, l'équivalent de 5 lots, sur lequel on les laisse à disposition pour l'habitat partagé. C'est une forme d'habitat différent où les gens se regroupent à plusieurs, on peut mettre 7 ménages qui vont construire un même projet ensemble pour économiser de l'espace et mutualiser ce qui est mutualisable, une buanderie par exemple ou d'autres installations. Donc il y a des gens qui réfléchissent à ça, on ne sait pas si ça aboutira. En tout cas, il est mis de côté pour l'instant dans la commercialisation pour essayer de faire vivre ce projet. On en aura quasiment fini à Lausac, sans doute fin 2024, avec nos terrains constructibles. Je laisserai Pascal parler du PLUI tout à l'heure intercommunal, mais c'est vrai qu'on doit être une des rares communes qui auront consommé tout ce qu'on avait de commercialisable, sans doute parce qu'on a vendu assez vite ce qu'on avait, sans doute aussi parce qu'on n'a peut-être pas été assez vigilant en 2019, on avait prévu peu de terrain à construire en pensant qu'on allait avoir le temps pour les consommer, et en fait c'est parti très vite, et donc il nous faudra d'autres terrains et bien, pour satisfaire au moins nos jeunes qui veulent rester vivre à Lausac. Dans les projets qui n'étaient pas prévus, mais qui ont vu le jour en 2023 à Lausac, c'est la maison 4 Vaux. Alors la maison 4 Vaux, c'est la bâtisse qui existe, c'est à l'origine une ancienne menuiserie. Vous la voyez, c'est celle qui est entre l'école Notre-Dame de la Clarté et la mairie actuelle. Ce n'était pas prévu, même si j'avais des bonnes relations avec cette famille depuis longtemps. C'est une famille qui vit sur l'Orient aujourd'hui. En leur disant si un jour vous voulez vous défaire de votre bien, vous penserez à nous. Et puis on ne s'était pas vu pendant un certain temps. Et un jour, ils ont décidé de vendre leurs biens.
Il l'aurait vendu en quelques jours, voire quelques semaines maximum. Ils avaient trouvé déjà un acquéreur. Ils ont accepté de vendre parce que la commune était demandeuse. On a très rapidement trouvé un accord sur le prix. Et puis on leur a demandé encore d'attendre plus longtemps parce qu'on est passé par l'EPF qui va faire le portage financier. L'EPF, c'est l'établissement public foncier qui travaille avec la région, qui aide les communes, soit pour des actions sur le littoral, soit pour des aménagements de centre-bourg, et bien à aider les petites communes à acheter le bien, à faire un projet. On a 5 ans pour ça. Le projet pour nous n'est pas encore défini. L'objectif était de désenclaver la petite parcelle de 500 mètres carrés qui est derrière entre les kinés et les infirmières. Et puis aussi d'agrandir le cône de vue pour qu'on voit un peu la mairie, qui est une belle mairie, mais qui est un peu confinée et on ne voit pas forcément de la rue de la Baignoirie, la rue principale. Donc on verra ce que les élus décideront pour ce projet en 2024. Un autre projet qu'on a dû décider un peu, je dirais pas dans la précipitation, mais rapidement, on avait à l'école La Farandole l'exigence de l'académie d'augmenter un peu les locaux, puisque même si le nombre d'enfants est stable, on était légèrement à l'étroit, et avec le bilinguisme, le dédoublement des classes, il fallait trouver d'autres espaces. Donc on n'était pas content en septembre 2022, puisqu'on n'a pas eu les postes qu'on souhaitait. En 2023, on a obtenu un demi-poste, mais c'était une des conditions qu'on crée une classe nouvelle. On a la chance d'appartenir à un réseau, le réseau Brudette, c'est un réseau qui met en relation les petites communes rurales des 5 départements bretons. Et là-dessus, j'ai vu qu'une mairie à Tréfieux, avait, comme une commune de peu près de notre dimension, avait fait le choix d'agrandir son école, et puis les budgets s'envolaient, 200 000, 300 000, 350 000 euros. Ils n'avaient pas les moyens, ils avaient acheté une yourte. En fait, la yourte française, une entreprise basée à Nantes, propose, pour plein d'écoles en France, et bien de livrer une classe clé en main quasiment, pour 50 000 euros. Donc on diminue les coûts, on n'a pas besoin de permis de construire, et on a pu donc décider en juin au conseil municipal. On a été voir à Tréfieux, on a vu les élus, on a vu les enseignants, on a vu les parents, un enfant, il paraît le plus frileux de la classe, mais tout le monde était très heureux de cet investissement. Donc on a signé rapidement avec l'entreprise, et puis elle est installée, et les cours s'y déroulent déjà. Donc en 6 mois, on a pu équiper l'école pour répondre à cette demande. Et le coût, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est de 58 000 euros hors taxe. La voirie, juste 2 mots sur la voirie, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est comme des investissements importants. Je pense que tous les maires qui sont ici présents en sont conscients. Alors c'est vrai, Boris en parlera tout à l'heure, je pense. On avait eu une aide pendant 2 ans du conseil départemental qui nous aidait un peu, mais c'est un budget qui est toujours entre 50 et 100 000 euros par an, donc c'est pas anodin. Alors, certains parents parfois qu'on préfère des économies parce qu'on met beaucoup d'argent dans le goudron, mais quand on laisse une route se dégrader, quand il faut la reprendre structurellement, ça coûte encore plus cher. Donc on essaie de maintenir ça correctement, et c'est Hugues qui suit les voiries auparavant, et donc c'est un travail quasiment au quotidien parce qu'il y a toujours soit un fossé qui est bouché, soit des trous dans la route. Donc c'est quelque chose d'important dans une petite commune comme la nôtre. Le pré de Jeanne d'Îlot, c'est un lotissement privé, j'en parle même si ce n'est pas une opération municipale, parce que d'une part ça va remplir une dent creuse qu'on avait sur Lausac, et puis aussi que là, malgré que ce soit une opération privée, on a travaillé avec le promoteur, on l'a rencontré 1 fois, 2 fois, pour dire un peu nos exigences. Au départ, ça tiraille un peu, et puis à force d'apprendre à se connaître et de dire que nos demandes étaient plutôt, en termes d'aménagement, correspondaient un peu à l'esprit de ce qu'on veut mettre en termes d'urbanisme à Lausac, eh bien, on a bien fait évoluer le projet. Il nous a d'ailleurs cédé une partie, quelques mètres carrés, pour faire un petit cheminement piéton qui nous permettra de relier la salle Le Cube, ici où nous sommes, vers la boulangerie. Je remercie aussi Gwen et son mari qui ont accepté de céder un bout de terrain, comme ça on va pouvoir continuer ce prolongement. Et puis en termes de végétalisation et de gestion des eaux pluviales, et ben on a donné un peu l'esprit de ce qu'on avait à Argraël, et donc ça y est, les permis de construire commencent à tomber. Un autre sujet dont on parle rarement au vœu, mais je voulais en parler ce soir, parce que ça implique quand même les communes, c'est le PNR, donc le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. C'est 35 communes, on est réunis. En 2023, de la Trinité-sur-Zur, n'est-ce pas, monsieur le maire, et puis Béric également, avec Michel, vous avez aussi rejoint ce parc, comme quoi il y avait des réticences quand on l'a créé il y a 10 ans. Aujourd'hui, je disais, oui, il a été créé en 2014, c'est 20 agents, il y a un conseil scientifique qui gère ce parc. Ce qui a été fait à Lausac en 2023, c'est un inventaire des landes, une expertise aussi des boisements, de certains boisements, un projet de restauration des mares,
Il y a un travail qui est fait avec l'Office Tourisme de Questembert pour qu'on soit bien informé sur le parc, comme si c'était une porte d'entrée. On a aussi réuni le 3 ou le 13 octobre les loueurs, les hébergeurs touristiques de Béric et de Lauzac avec l'Office de Tourisme. Il y a des mesures des MAEC, alors ça parle sans doute aux agriculteurs, des mesures agro-environnementales et climatiques qui sont proposées aux agriculteurs pour évoluer dans leur démarche. Et là, c'est sur l'axe biodiversité. 2 exploitants ont accepté de travailler avec le parc. Et puis, il y a eu une exposition, Rallumons les étoiles, sur la pollution lumineuse. Alors ces actions, elles montrent un peu que le parc naturel, eh ben, c'est pas une zone sous cloche, hein, on n'a pas arrêté la vie de fonctionner dans le PNR, mais c'est plutôt un espace de concertation et d'expérimentation. Sa force, ben, elle réside dans sa capacité à coopérer et à convaincre plutôt que contraindre. On n'a jamais mal vécu le parc depuis qu'il existe. Les actions qui sont faites, je pense notamment à l'exposition Rallumons les étoiles, là, donc ça fonctionne que si on s'y implique un peu. Et à Lauzac, on a la chance, c'est Brigitte Korfmat qui met toute son énergie, sa motivation et son dévouement donc, à faire vivre le parc auprès du conseil municipal. Et donc je la remercie également. J'en ai fini pour 2023. On pourrait dire autre chose, hein, mais le temps nous est aussi compté ce soir. Et donc je passe à 2024. Le premier petit changement qui va aboutir, j'espère rapidement, c'est l'éclairage du rond-point. Hein. Quand on vient de la route de Noyal, et bien évidemment, on doit traverser la CD 140. C'est pas éclairé. On a un lotissement à l'est du bourg, et donc les enfants traversent ce matin, parfois les yeux sur le portable, sans regarder ce qui se passe, et les voitures arrivent dessus. Donc on doit sécuriser ce rond-point. Donc c'est encore Hugues qui s'occupe de ça. On travaille avec Morbihan Énergie pour essayer de trouver un système pas très coûteux pour sécuriser les passages des piétons au rond-point. Et puis ça va être fait rapidement, mais de manière plus globale. On l'avait déjà dit et on a acté les choses. En 2023, on est toujours, depuis plus de 10 ans, préoccupé par les déplacements doux, donc à pied, en vélo, une poussette pour traverser le bourg. On est rendu aux limites de ce qu'on pouvait faire. On a bien travaillé dans les zones neuves, mais dans le vieux bourg, il faut aussi améliorer. Et donc, il y a une réflexion au début 2023. On a créé un cahier des charges, on a fait appel à des urbanistes pour l'aménagement en décembre. On a choisi le cabinet, c'est Arthur Kurt-Van, qui travaille aussi pour les temps, ce qui va faire qu'on va sans doute arriver à créer quelque chose de cohérent et qu'on n'aura pas de bureaux d'études différents à travailler. On n'a évidemment pas encore les tarifs, puisque les études ne sont pas faites. Les études devraient être livrées pour juillet 2024, mais on part certainement sur un budget au moins d'1 500 000 €. Les temps, j'y faisais allusion tout de suite. Je refais l'histoire rapidement. En 2020, eh bien, une plante invasive occupe l'étang, il se dégrade un peu, les pêcheurs sont inquiets. On essaye avec nos petits bras, quelques élus, quelques bénévoles de la société de pêche, d'arracher l'herbe. C'est pas du tout une bonne technique. Et on voit nos limites rapidement. Et donc on se tourne en 2022 vers les spécialistes de l'ADEME, du PNR, de la Fédération de pêche, de la DDTM. Et rapidement, on nous fait comprendre que, quelles que soient les solutions envisagées, il faudra finir par la sécher. Parce qu'on a bricolé un peu de la nature il y a 30 ans, comme plein de gens l'ont fait en Bretagne. On a au moins une quinzaine de communes en Bretagne aujourd'hui à travailler sur l'assèchement de ces pièces d'eau artificielles. Elles ont eu une durée de vie, mais aujourd'hui un peu d'envasement, un peu d'enrichissement. On avait des cyanobactéries, la plante invasive, on avait des poissons qui ne sont pas des poissons qui doivent résider dans voilà, des écrevisses de Floride, je crois. Enfin, c'est pas des espèces de chez nous qui peuvent, si elles partent dans la nature, polluer le milieu. Et donc ce bouillon de culture, cette pollution un peu naturelle qui s'est installée, il faut renaturer. Il faut renaturer, et donc je suis content. En 2023, on a fait l'étude faune-flore, les études d'impact sur le projet, des réunions de sensibilisation ont été faites ici, et les gens qui ont participé à ces réunions ont plutôt bien compris l'intérêt de redonner une qualité des eaux meilleure dans la rivière de la Draillac. Donc en 2024, le dossier loi sur l'eau va être déposé, il va être vidangé, on ne sait pas encore, il faut que la météo nous commande aussi, parce qu'on touche à la nature. Il y aura probablement 1 an d'assèchement, hein, et puis après il y aura un aménagement du site. Certains pourraient craindre que ça va coûter trop cher, en fait, subventionner 80%. Il y a une directive européenne qui a des exigences, l'État aussi veut y aller, et donc on sera bien aidé, ça ne coûtera pas cher aux Lausannois, et ça restera, c'est ça qu'on doit tous retenir, ça restera un bel endroit de loisir, un endroit où il sera agréable de se promener, où on pourra pêcher.
ce sera bon. Lausac va conserver une belle entrée. Il y a Romain qui est au micro ici, c'est lui qui suit ce dossier, hein, donc ça nécessite évidemment l'investissement pour l'animer groupe un peu qui a travaillé sur ce projet, et puis aussi le suivi administratif qui est assez lourd, donc merci à Romain pour ce dossier. Un autre dossier qui, j'espère, ne coûtera pas trop cher non plus, on est qu'au début des études. Certains d'entre vous, ceux qui sont peut-être les plus observateurs, ont vu qu'il y a une fissure dans le clocher. Elle existe depuis très longtemps. Hein. Loïc Oliviron n'est pas là, je ne l'ai pas vu. Mais à l'époque, quand il était adjoint technique à la mairie, on avait déjà mis des petites masses de plâtre pour voir si ça fissurait ou pas, ou si les fissures s'agrandissaient. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais c'est quand même inquiétant. Donc c'est pour ça... Diosic pourrait dire que les cloches ne sonnent plus depuis un moment parce qu'on avait peur que ça accentue encore cette fissure. On ne sait pas si c'est le sol qui a bougé, si c'est la structure du bâtiment ou si c'est le battement des cloches. Donc pour l'instant, on a commandé on a rédigé un cahier des charges avec le CAUE pour commencer. Ensuite, on a lancé une consultation pour une mission de diagnostic, c'est ça qui a été retenu. C'est le cabinet Antac qui a été retenu. Antac qui travaille beaucoup avec les églises en Morbihan, ils sont de Nantes. C'est donc eux qui travaillent pour la 5e année consécutive sur l'église de Noyal. On a vu aussi le département, et donc on aura sans doute une subvention à 50% sur les études, et puis on verra. Tant qu'à étudier l'église, on va étudier l'autre monument qui est juste à côté, la chapelle Saint-Michel, parce qu'il y a aussi des murs qui se déforment légèrement, pour voir ce qu'il en est. Donc vous verrez des gens tourner autour de l'église sans doute en 2024. Sur l'urbanisation et les lotissements, deux petits mots. Un sur rue de la Grée, c'est de l'information. Hein. Il y avait une parcelle lotie là où il y avait des sapins, rue de la Grée. Et donc, sur un quart de la parcelle, il était fait une maison, mais on était avant le PLUI. Et sur les 3 quarts restants, on doit en mettre 8. Parce qu'il il faut densifier. On doit tendre vers les 17 ou 24 17 lots hectares, et donc évidemment c'est obligé de densifier. Donc c'est un changement que vous aurez dans ce coin-là. Là encore, on a travaillé avec le promoteur pour la gestion des eaux pluviales, pour la conservation des haies en place, pour que ce soit le mieux intégré possible. Et puis des lotissements, alors là un plus vieux lotissement, on avait été invité par les gens de Kerlomène, lotissement de Kerlomène, parce que lui date des années 70, il a vieilli un peu. On avait visité le lotissement fin août, et puis on envisage une réflexion. Ça demande une étude approfondie. Les habitants demandaient plutôt à ce qu'on enrobe tout, mais les lotissements des années 70, la rue centrale, à un moment donné, doit faire 13 ou 14 mètres de large pour quelques voitures, donc sans doute que les conseils qui nous seront donnés ne seront pas de tout enrober. Il faudra sans doute végétaliser une partie ou trouver un traitement plus perméable et plus respectueux de l'environnement. Dans une première partie, il y a des arbres qui, avec leurs racines, qui ont défait la voirie, et ça va être refait rapidement. Pour le reste, il faudra attendre. Voilà. On aura sans doute une évolution, mais c'est la mairie de Quessenberg qui a engagé un beau projet de changer son système d'alimentation, comme on est en convention avec l'Imerzel, Serge est par là, avec l'Imerzel et Lausac, donc que ça évoluera, mais je ne peux pas vous en dire plus, que le Conseil n'a pas encore statué sur le projet. Les éoliennes, ça fait aussi parler, il y a eu des réunions publiques, un groupe de travail qui parle des compensations, donc le Conseil municipal a donné un avis pour que les études puissent se poursuivre. Le porteur de projet continue dans son projet, il avance dans cette situation administrative. Si ça aboutissait, ça donnerait un doublement de production, mais vous aurez encore le loisir évidemment de vous exprimer, et puis en fin de compte, le Conseil donnera un avis probablement en 2024. Mégalice, on parle tous de Mégalice, on a tous envie à ce qu'on puisse communiquer mieux et plus rapidement. Je vois des sourires. Donc on est dans la tranche de la région Bretagne pour 2026. Donc ça paraît loin, mais en même temps ça va venir vite. Et donc ça y est, on démarre les premières réunions techniques. C'est Ludovic Colomb qui portera le projet. Donc il y a avec une société, on va démarrer les premières réunions là, dans les semaines qui viennent. La ZAC de l'Aige, j'en dirai pas grand-chose parce que c'est Pascal aussi qui en parlera dans son propos communautaire. Ce sera une zone communautaire industrielle. Si je vous en parle, c'est que ça va aussi changer sans doute l'aspect de cette parcelle, évidemment. Hein. Et puis, parce que ça peut, en termes de circulation, perturber un peu. Quand elle va démarrer les travaux en 2024, on va faire un rond-point sur la CD 140, un peu décalé en direction de Béric par rapport à l'entrée de Procanard actuelle. Donc ça va aussi changer un peu l'aménagement.
On va ensuite... bon, c'est essentiellement ça. Et oui, puis les 40 ou 50 camions qui viennent tous les jours à Pont-Canard, si un jour il faut les dévier, vous risquez sur certaines routes de trouver un trafic un peu différent de ce qu'il y a habituellement. Voilà, j'en ai fini donc avec ce que je voulais vous dire pour 2024 à Lausanne. Vous voyez donc plein de projets, il y a plein de motivations chez les élus. Il me reste à participer à des remerciements. Je pense à la commission Solidarité, hein, qui est animée avec des bénévoles. Je pense à des gens que j'ai vus tout à l'heure arriver, Françoise Le Goff, Blandine Prodhomme, Solange Guyot. Alors, souvent les gens pensent que l'action sociale, c'est le repas des aînés. Alors, on est content parce que le repas des aînés, on était 30, 35, 40 péniblement, et cette année on a dû passer à 60, 70. Donc on a plus de gens qui viennent à partir de 70 ans, donc c'est une belle journée, le repas des aînés. Mais c'est aussi presque de manière hebdomadaire la banque alimentaire pour des gens qui sont un peu dans le besoin. Et donc il faut aller chercher les produits à Vannes, les distribuer, les organiser, rendre visite aux gens. Et donc merci. C'est Marianne Burban, donc, qui est première adjointe, qui organise un peu cette équipe. Donc je la remercie également. Marianne est comme plein de premières adjointes, et bien quand le maire est absent, c'est un peu le couteau suisse, hein, elle doit tout faire, et donc je la remercie. Un merci également aux commerçants, parce que l'équipe des commerçants s'étoffe un peu à Lausac, donc il y a le Bocal, le Fournil, dont on a parlé tout à l'heure, la Casbah, l'Instant Bohème, Frida, je crois que Julie est là. Et puis si je les remercie, c'est parce qu'il y a une animation qui s'est faite à Noël. Alors c'est Asma Richard qui l'a organisée. Et donc merci, qui collaborent ensemble, naturellement, sans qu'on les sollicite. Ils ont envie de continuer dans leur projet. Et donc un merci aux commerçants et on leur souhaite une belle activité pour 2024. Je remercie l'entreprise Pont-Canard, ils étaient ici l'autre jour, ils étaient plus de 200 personnes, les salariés viennent à la réunion annuelle de Pont-Canard. C'est une entreprise où il fait bon travailler, parce que les gens sont plutôt heureux de travailler là, les produits de Pont-Canard sont bons, ça continue non pas à se développer, mais à se moderniser, puisque si l'abattoir a été refait il y a 2 ans ou 3 ans, eh bien tous les chaînes pour faire évoluer le produit sont un peu vétustes, et donc il y a un nouveau plan de modernisation de l'usine qui va démarrer, et donc on peut dire qu'on aura un bel outil de production à Lausac qui nous fait des produits de qualité. Les artisans, je ne sais pas combien il y en a à Lausac parce qu'ils ne viennent pas tous se présenter en mairie, mais ils sont nombreux, on a plein d'artisans qui s'installent à Lausac et on est aussi heureux de les accueillir. Un petit mot aussi en termes de remerciements pour les associations, elles sont nombreuses et on est content de les voir dynamiques. Je pense à la fabrique, j'ai vu Denis et Jean-Noël qui sont là, ceux qui ont créé la fabrique. Le 23-24 mars, il y aura aussi les concerts annuels. C'est une belle programmation, je ne sais pas si vous avez vu pour ceux qui suivent ça un peu de près. Moi je ne suis pas un spécialiste, mais je remarque qu'il y a des groupes qui passent dans des grandes villes en France, et il y a aussi Lausac dans ces grandes villes, donc on est fiers. Merci à eux pour la programmation, merci pour l'organisation, c'est toujours un succès. Je suis sûr que 2024 sera aussi une grande réussite pour la fabrique. Lausac Grenier de Nature, c'est une association de sportive, mais il faut une belle course en novembre, 350 participants. Les bénéfices sont reversés au Téléthon, donc merci à eux. J'ai vu qu'ils ont fait ici leur galette des rois l'autre jour. Il y avait aussi beaucoup de bénévoles présents, donc ça marche bien. Le comité des fêtes, évidemment, qui fait sa soirée cabaret, les animations de Pâques avec les œufs, la chapelle Saint-Michel, le repas de juillet, le Téléthon, donc un grand merci. Un mot aussi sur le comité de la clarté, parce qu'on a des nouveaux habitants qui viennent à Lausac et qui disent mais c'est quoi, il y a des affiches partout, on ne sait même pas où ça se trouve. La clarté fait bien partie de Lausac, je rassure tout le monde. Et c'est comme dans beaucoup de communes, je pense que tous les maires qui sont ici présents pourront en parler. On a tous dans nos campagnes des chapelles, et traditionnellement, toutes ces chapelles, il y a un jour qui est dédié à un saint, et il y a un parton qui s'organise. Et donc la chapelle de la Clarté, elle avait peut-être cette petite différence, c'est que c'était un lieu de pèlerinage important. Si on remonte en 1920-1930, les gens venaient de Limerzel, de Séné, de Saint-Hervé à pied. Évidemment, ils dormaient dans les greniers pour participer à la messe du matin très tôt, celle de la matinée et les vêpres l'après-midi. Et puis à côté de cette partie religieuse, et il y avait les catholiques, il y avait aussi un long moment festif. Alors parfois, suivant les époques, ça a pris plus ou moins de place, mais il y a aujourd'hui au moins 2000 personnes qui sont restaurées sur 2 jours, et donc c'est toujours, pour les nouveaux qui ne connaissent pas la fête de la Clarté, c'est le 14 et le 15 août. Et puis Crolérion qui anime aussi la danse dans cette même salle, le club informatique, j'ai vu Patricia Violet tout à l'heure, qui forme plein de gens à différents niveaux pour la pratique de l'informatique, et donc c'est
très dynamique, et puis Danse avec moi, donc qui fait son spectacle en juin de tous les ans. Voilà. Le Carré des Arts, un petit mot. Alexandra s'est excusée, notre animatrice. Mylène est là. C'est un tiers-lieu. Hein, il y a plein d'animations. Culture et papaude, ateliers couture, des ateliers livres d'expression, des contes. Je ne citerai pas tout ce qui s'y passe. C'est vraiment un lieu dynamique. Il fait partie des réseaux des médiathèques. Mais il faut y aller parce que quand les gens y vont, eh bien, ils y reviennent naturellement. Donc ceux qui n'y sont jamais allez découvrir. Le Carré des Arts, c'est un bel endroit. J'ai parlé en début de propos sur les écoles, et donc les effectifs sont plutôt stables. 67 élèves à l'école privée, Notre-Dame de la Clarté, 90 à l'école La Farandole, donc on est content que ça continue. Quand on dit qu'on gère un peu la maîtrise urbanistique, ça nous permet aussi de lisser un peu pour qu'il n'y ait pas d'à-coups dans les écoles. C'est ce qu'on arrive à faire depuis une dizaine d'années. On espère que ça va continuer. Voilà. Il me reste à remercier aussi les élus, tout le conseil municipal qui participe donc à cette vie municipale dont je vous ai retracé les éléments sur les 2 années qui viennent de se passer. Alors quand je remercie les élus, je remercie aussi leurs conjoints et leurs conjointes évidemment, puisque je sais que c'est partout pareil, mais parfois on nous reproche d'être absent de la maison évidemment. Et donc merci aux conjoints pour qu'ils acceptent l'absence des élus. Voilà. Un petit merci à Geneviève Brabant, c'est elle qui a fait la déco sur les tables là-bas avec ses fleurs, et donc un merci. Et puis je ne peux pas finir des vœux municipaux sans remercier aussi le personnel. Ils font leur travail évidemment, c'est normal, mais ils le font à Lausanne avec un sens du service public élevé, et donc je les remercie tous. Je ne vais pas les citer, mais que ce soit à l'école, à la cantine, au service technique, à l'accueil à la mairie, partout ils sont dirigés par Madame Philippe et tout se passe bien, donc merci à tous. Voilà, j'en ai fini avec mes propos, donc on va continuer avec 2 discours. Je vois que Paul n'arrive toujours pas. C'était prévu qu'ils soient en retard. Donc c'est Pascal qui va vous dire un mot pour la communauté commune, moi un mot. Il va prendre le temps qui est nécessaire pour le faire. Et puis ensuite, ce sera Marie. Vas-y Pascal. Merci à tous. Merci Patrice. Alors du coup, effectivement, tu parlais des conjoints d'élus qu'il faut remercier pour nous permettre d'accomplir nos missions d'élus. Et moi, je m'excuse déjà de partir tout à l'heure en avance parce que sans doute que je dois avoir un peu moins ma femme. Et ce soir, j'avais un repas de famille et puis j'avais pas vu que j'avais aussi les vœux à Desac, et c'est moi qui a présenté, qui est son maire communauté. Donc je m'en excuse, mais voilà, du coup, je vais être obligé de partir un peu plus tôt. Donc je salue aussi les membres du conseil municipal ce soir, certains que je côtoie régulièrement. Donc Lausacoises, Lausacois, mesdames et messieurs les élus du territoire, les corps associés, les acteurs économiques du territoire, bonsoir à vous tous. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Cela fait 4 ans maintenant que nous agissons pour faire progresser les transitions, améliorer votre cadre de vie et votre quotidien, ça résonne, hein, et votre quotidien au sein de notre belle communauté de communes. Un territoire de tous les possibles où l'action communautaire prend tout son sens. Quessenberg Communauté est un territoire rural qui bénéficie d'un cadre de vie préservé avec une dynamique économique et associative qui favorise son attractivité et profite à l'épanouissement de tous. Ça va être ça. C'est tout cet élan qui donne sens à notre engagement, notre politique pour notre territoire. Cette politique s'est traduite par des grands engagements sur le plan de l'action sociale, du climat, du développement économique, de l'aménagement du territoire et de la culture. Donc revenons d'abord sur 2023. En premier lieu, le plan climat, un plan qui nous engage pour accompagner les transitions, qu'elles soient écologiques ou énergétiques, et un plan qui va nous faire évoluer vers un territoire à énergie positive, c'est ce qu'on appelle le TEPOS, en s'appuyant sur les énergies renouvelables. Un des premiers axes que nous avons déployé pour viser cet objectif a concerné la réduction des consommations énergétiques des particuliers au travers de notre service de conseil en énergie. Et comme l'on dit, il n'y a pas d'énergie miracle, mais une somme d'énergie issue de sources diverses. C'est pourquoi nous, élus communautaires, on a aussi notre rôle à jouer pour favoriser et développer les énergies renouvelables. Ce fut le cas récemment par notre plateforme bois communautaire qui a été mise en service en octobre dernier à Limerzel, en partenariat avec les agriculteurs du territoire et la SIC Argoat Bois Énergie. C'est aussi le cas avec l'axe mobilité de notre plan climat.
Il y a eu un réel coup d'accélérateur en Morbihan sur les itinéraires. C'est Boris qui parle, c'est Marie qui en parlera tout à l'heure. Et qui s'est traduit notamment au travers d'un schéma des mobilités. Et nous y participons. Et on a recruté au sein de Caisson-Mer Communauté un chargé de mission mobilité, Robin Gervaux, qui accompagnera les communes dans le déploiement du schéma cyclable communautaire. 2023 aura été ici marqué par la signature du contrat local de santé, un contrat qui est piloté par notre centre intercommunal d'action sociale de Caisson-Mer Communauté. Il nous unit communauté de communes à l'agence régionale de santé, mais aussi avec Arc Sud-Bretagne et le pays de Pleurmel. Et donc ce contrat nous permettra à terme de développer une politique de santé efficiente pour tous les habitants du territoire. Donc ces grands projets pour notre territoire ne doivent pas faire oublier l'ensemble des actions que nous portons, que ce soit au travers de notre CES avec nos centres sociaux, la Maison Pop sur la partie ouest et le centre social d'éveil sur la partie est, les services petite enfance, parentalité, l'espace France Service, ou à travers la communauté de communes avec notre belle piscine Beau Soleil, la culture avec les centres culturels l'Asphodel et les digitales, et enfin notre réseau des médiathèques qui a fait peau neuve cette année, vous avez dû le voir avec un nouveau nom, 13 à la page, et une nouvelle identité visuelle. On n'oublie pas non plus dans notre communauté de communes nos services d'aménagement du territoire avec le PLUI, le service développement économique, les services techniques communautaires qui notamment qui ont œuvré notamment dans nos communes au lendemain de la tempête Ciaran. Et je m'attends un tout petit peu ce service déchets, il faut qu'on en parle parce que malgré les hausses tarifaires que l'on prend, et moi qui suis en charge juste de cette politique sur le territoire, c'est pas des sujets qui sont simples. Et en tout cas, on a remarqué quand même une nette progression quant au tri des déchets sur l'année 2023 avec la mise en place de l'extension des consignes de tri. Donc on tenait aussi à féliciter les habitants, les acteurs économiques du territoire qui œuvrent et qui montrent qu'ils ont un réel souci dans la préservation de l'environnement et dans la nécessaire économie des ressources et des matières premières. Grâce à chacun d'entre vous, Caisson-Mer Communauté est un exemple sur le plan national en ce qui concerne la gestion des déchets. Et on reçoit régulièrement d'autres élus de d'autres territoires pour venir découvrir notre redevance incitative et notre politique en matière de collecte des déchets. Je vais passer maintenant sur l'année 2024, avec les projets bien sûr qui ne manquent pas. Donc 2024 verra le lancement d'un projet que nous portons de longue date. Patrice en a parlé, c'est la ZAC de La Haye qui est basée à Lauzac. Elle nous permettra d'accueillir de nouvelles entreprises tout en développant l'emploi sur le territoire. La commercialisation va débuter au cours du premier semestre 2024 pour un total de 8,5 hectares. On n'oublie pas non plus qu'on a d'autres zones d'activité sur notre territoire sur lesquelles on continue d'investir fortement dans une logique d'équilibre territorial. Et ça passe de Molac, Saint-Gravé, Malensac, Béric, La Vraie-Croix et j'en oublie certainement, et Caisson-Mer notamment. Le développement économique, ce sont aussi nos commerces de proximité, nos artisans que nous accompagnons via le pass commerce et artisanat depuis un certain temps déjà, mais au travers aussi d'aides ciblées aux communes pour le maintien du dernier commerce. Une aide qui s'élève à 45 000 € dans les maintiens de dernier commerce. Le monde agricole, acteur économique local, pourvoyeur d'emploi, bénéficie également cet appui. En effet, chaque année, nous accompagnons l'installation des jeunes agriculteurs par le biais du dispositif Aide aux jeunes agriculteurs avec la région sur ce point-là. Et nous avons d'autres initiatives, bien sûr, locales en faveur de l'agriculture qui retiennent toute notre attention. On pense notamment à un projet qu'on vient de lancer, c'est le projet de plateforme logistique de l'association La Marmite, en lien avec notre plan climat, qui permettra à terme de développer plus encore la production d'une alimentation locale de qualité. Autre projet majeur, Patrice l'a abordé, c'est la révision de notre plan local d'urbanisme intercommunal qui va débuter dans le courant de l'année 2024. Donc on va faire une révision de notre plan climat pour se mettre en conformité avec la loi climat et résilience. Et on a deux objectifs dans cette loi climat et résilience. La première, c'est sur la période 2021-2031 de réduire de 50% notre consommation foncière. Et à terme d'aller, ce qu'on appelle, vous l'entendez souvent, c'est le ZAN, zéro artificialisation nette. Mais ça, c'est un objectif 2050. Il faudra passer déjà par la réduction de 50% d'ici 2031. Et on a tous déjà commencé à consommer. Je vois que Lauzac a presque tout consommé. Donc
Je pense qu'il faudra attendre un petit peu la révision qui va prendre un petit peu de temps parce que c'est un travail de longue haleine entre les élus qui va démarrer cette année par le recrutement d'un cabinet pour nous accompagner sur cette thématique. Du côté de l'action sociale communautaire, on poursuit notre engagement au travers de notre CIS en faveur d'un projet global pour notre population de la naissance au grand âge. Espace France Service, centres sociaux, maisons des parents, tous ces services à la population sont devenus au fil des ans essentiels pour nos habitants. Afin de faciliter l'accès à ces services, nous nous sommes engagés à créer un pôle social communautaire à Questembert. Ce nouveau pôle accueillera à terme l'ensemble des services petite enfance et parentalité, ainsi que le centre social La Maison Pop. La construction de ce nouveau pôle débutera en fin d'année 2024 pour une durée estimée à 18 mois de travaux. Donc 2024 verra la poursuite de nos actions en faveur de la mobilité sur le schéma cyclable communautaire, avec l'arrivée de Robin. Côté transport collectif, on constate une nette augmentation du nombre de voyageurs dans les gares à Questembert et à Malansac. C'est un véritable atout pour notre territoire et les citoyens s'en emparent et c'est important. Et on voit c'est un sujet qui est sollicité souvent par nos citoyens, les mobilités autres que notre voiture, même si on en a besoin dans nos territoires ruraux. Donc on est très attentif aux projets nationaux et régionaux qui pourraient aider au développement de ce mode de transport. Et j'ouvre une petite parenthèse, je suis obligé de le dire, la halte ferroviaire sur la commune de La Vraie-Croix. C'était pas écrit, ce moment-là. Côté culture, nous poursuivons notre engagement pour rendre la culture accessible au plus grand nombre, avec des propositions aussi riches que variées, spectacles vivants avec l'Asphodèle, les arts visuels avec le centre culturel Les Digital, la lecture publique avec le réseau des médiathèques et le fameux 13 à la page, qui bénéficie d'une nouvelle identité et de nouveaux outils avec un site internet toiletté et de nouvelles applications que je vous invite à découvrir. Cette année 2024 marquera aussi le lancement de notre projet culturel intercommunal. L'ambition, c'est que celui-ci ne soit pas une simple offre culturelle sous forme de catalogue, mais un projet cohérent sur l'ensemble du territoire. Côté événements, on poursuit notre implication comme tous les ans, dans le Salon du Livre Jeunesse de Questembert, en proposant des rencontres avec les auteurs dans chaque classe de primaire du territoire, c'est important. Nous conduisons également l'opération Chez Clive dans toutes les écoles primaires du territoire afin de favoriser la lecture dès le plus jeune âge, et ça a toujours un succès. Enfin, le festival public Festimum, dois-je en parler, c'est un vrai succès à chaque fois qu'il passe sur nos territoires de Questembert Communauté. Et ce festival date depuis 10 ans et c'est un vrai succès. En tout cas, on a décidé de l'alterner maintenant tous les 2 ans et en mettant un festival La Petite Tournée qui va faire son retour à l'automne. Ça sera la 2e édition et qui conservera bien sûr les ingrédients qui ont fait le succès de sa première édition qui a eu lieu en 2022. Côté loisirs, nous œuvrons aux côtés de Rochefort-en-Terre Tourisme pour développer la randonnée sur notre territoire. Également, nous soutenons le développement de l'activité de la base de loisirs Moulin Neuf Aventure afin que vous puissiez profiter de ce lieu unique sur notre territoire. D'ailleurs, là aussi, un chèque activité est offert à tous les écoliers et collégiens du territoire afin qu'ils profitent pleinement de cet équipement communautaire. Toujours dans cette logique de découverte, la piscine communautaire Beau Soleil s'engage depuis de nombreuses années aux côtés des établissements scolaires, puisque nos plus jeunes habitants bénéficient d'un apprentissage à la natation de qualité. Donc, nous avons un bel équipement sur notre territoire qui permet de profiter d'une offre unique de loisirs et d'activités aquatiques. Il ne faut pas vous en priver. L'année 2024 s'annonce encore riche d'actions et de projets pour le territoire, ses habitants et ses acteurs économiques. Je ne peux les citer tous aujourd'hui, mais sachez qu'ils sont pensés pour vous, car nous avons à cœur que chacun s'épanouisse au sein de notre magnifique territoire. Grâce à l'implication de tous, des élus, des agents communautaires, des partenaires, ces beaux projets deviennent possibles et réalisables. Merci à tous, merci à vous habitants, merci à vous acteurs économiques. Je vous adresse à tous à nouveau mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année 2024. Très belle année à vous tous. Merci Pascal. Alors, je dis ça parce que je vois que nous
a rejoint, il a joué le jeu. La tradition à Lausac, c'est que le maire prend le temps nécessaire pour expliquer ce qu'il a expliqué, mais que les intervenants fassent en moins de 10 minutes. On ne fait pas trop long discours, donc tu as tenu. Je sais que Marie et même Paul qui nous a rejoint va prendre la parole après, qui vont tenir aussi challenge. Tout à l'heure, dans mon avant-propos, j'ai remercié tous les élus qui sont là, et puis j'ai fait un oubli, je vois mes collègues de Questenvers là-bas, Jean-Pierre Métayer, Patrick Ponce et Janine Magré, qui sont là, donc je remercie aussi d'être présents, parce qu'on travaille beaucoup évidemment avec toutes les communes, et surtout particulièrement avec Janine, dans le cadre du CIAS, donc excusez-moi pour mon oubli. Vas-y Marie. Merci Patrice. Monsieur le député, cher Paul, tu vas m'écouter. Ça change d'il y a quelques années où j'étais en classe devant toi et où je t'écoutais. Député et conseiller régional, Patrice, monsieur le maire, Boris, cher conseiller, enfin cher binôme, chers collègues maires et conseillers municipaux du territoire, messieurs les représentants du centre d'incendie et de la gendarmerie, les représentants du culte, je ne sais pas s'ils sont là, mesdames et messieurs les représentants des associations et de la vie économique, mesdames et messieurs, on termine ce soir notre marathon de vœux 2024. Et comme on progresse tous les ans, on a réussi cette année à être présent partout. Il y avait un alignement de planètes sur les calendriers, et du coup c'était plus facile que l'année dernière. Je suis très heureux de prendre la parole ici ce soir à Lausac pour la dernière étape. Ces rendez-vous annuels sont toujours un plaisir, venir à la rencontre des habitants du territoire, présenter l'action du département qui parfois est mal connue. Un an est passé et le travail qui soit fait à l'hôtel du département mais aussi sur le canton est fait avec passion et responsabilité. Notre rôle à Boris et à moi est de répondre présent lorsque des associations, des élus, des habitants nous sollicitent pour des interrogations diverses. On est là aussi pour informer, diffuser de ce qui se passe au département, ce que nous faisons lors de réunions annuelles qu'on organise avec les élus du territoire. On a coupé le canton en 3 pour avoir des rencontres à taille plus humaine. On le fait aussi via notre page Facebook et aussi lors de permanences que nous tenons dans chacune des communes du canton, une fois par an. Le calendrier 2024 ne va pas tarder à sortir, restez vigilants. Donc vous pouvez nous prendre rendez-vous ou venir comme ça dans vos communes, mais aussi dans les communes voisines. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous en dehors de toute permanence si vous en avez besoin. La situation immobilière dans le Morbihan se tend un petit peu et ça a des conséquences financières pour le conseil départemental puisque le budget du département est en partie financé par les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, qui se font à chaque transaction immobilière. Et comme les ventes immobilières se tassent un peu, alors en nombre mais pas en prix, il y a forcément un petit ralentissement. C'est pourquoi cette année, il n'y a pas eu le versement de la subvention de 50 000 € dont on avait parlé l'année dernière, qui était accordée aux communes de moins de 10 000 habitants et qui était accordée depuis 2 ans. Donc une tension, c'est vrai, mais le département du Morbihan garde une certaine marge quant à sa santé financière, et ce qui nous permet d'aborder l'avenir avec un certain calme par rapport à d'autres départements. Le groupe auquel nous appartenons, Boris et moi, le groupe d'opposition, se trouve être dans une opposition constructive et nous avons vu un certain nombre de nos propositions retenues par la majorité. Je citerai la révision des critères du Fonds Solidarité Logement qui peut aider les plus en difficulté à payer l'eau, l'électricité. À une période où 70% des ménages français sont éligibles à un logement social, ça nous paraissait important. Nous avons aussi demandé un abaissement des plafonds pour les aides de restauration collective pour les collégiens morbihanais. Nous avons également demandé un groupe de travail sur la jeunesse pour notamment revoir les aides pour les voyages scolaires. Parce qu'on voit bien que quand on assiste au conseil d'administration de nos collèges, que les coûts dus aux augmentations des transports notamment, tout ce qui concerne les voyages en Angleterre se sont un peu tendus au niveau prix et les aides n'avaient pas été revues depuis plus de 10 ans.
Nous avons également demandé à ce qu'un conseil départemental des jeunes voie le jour. Nous continuons d'alerter sur les difficultés quotidiennes des citoyennes et citoyens du Morbihan, en particulier de notre territoire, en particulier sur tout ce qui est aide aux plus en difficulté. Il est encore trop long d'avoir des aides. Quand on dépose un dossier à la MDA, la moyenne de réponse est de 5 mois et ça nous paraît encore beaucoup trop long. Ça a bougé un petit peu depuis cette dernière mandature, mais nous réclamons sans cesse des embauches pour que les dossiers qui sont en retard et qui sont parfois depuis très longtemps en retard soient creusés, avancent, quoi. Nous sommes aussi persuadés que nous pourrions envisager des politiques plus ambitieuses et plus proches de vous. Des arbitrages seront à faire dans les années à venir, mais n'oublions pas que le département est le chef de file de l'action sociale et des solidarités. Notre département attire, et c'est tant mieux, mais les projections démographiques à venir nous laissent percevoir des problématiques de vieillissement, d'accompagnement et de maintien à domicile qu'il nous faudra prendre à bras le corps. Pour rappel, il manque à peu près 1600 places d'EHPAD, et l'État, via les agences régionales de santé, n'a pas l'air de consentir à en octroyer plus. Pour cette année, on nous parle d'une grosse centaine de places, mais en fait, ce n'est pas des créations de places, ce sont des transformations de structures déjà existantes qui vont évoluer vers des EHPAD. Par ailleurs, nous attendrons une loi grand âge que le gouvernement ne semble pas pressé de nous présenter. L'accompagnement de nos aînés amène de réels questionnements, autant sur la qualité que sur les financements. Lors de la session de décembre dernier, nous avons proposé que soient organisées de véritables assises du bien vieillir pour réfléchir ensemble avec tous les acteurs du terrain à des vrais accompagnements dans le respect et de l'équité. Le schéma de l'autonomie voté l'année dernière a été présenté au territoire et nous avons demandé à ce qu'il soit présenté au CCAS du canton via le CIAS de Questemberg Communauté. Nous attendons une date qui devrait nous être proposée très prochainement. L'occasion de vous parler d'une petite nouveauté de l'année sur le département qui est une plateforme internet qui s'appelle aidant, alors aidant au pluriel, .morbihan.fr, qui regroupe en fonction de votre localisation toutes les aides auxquelles vous pouvez bénéficier et surtout les endroits où vous pouvez aller les demander. Quand vous devenez aidant d'une personne en perte d'autonomie, qu'elle soit en vieillesse ou en situation de handicap. Des appels à projets en ce qui concerne les projets d'habitat inclusif sont en cours. 10 ont été retenus pour cette année et 10 le seront pour l'année prochaine. Sur notre canton, c'est Sugnac qui a été retenu cette année. Effectivement, Patrice et Pascal ont abordé le schéma des mobilités douces qui effectivement se développe. Et donc sur notre territoire, c'est l'axe Rochefort-en-Terre, Sainte-Julite, que vous connaissez bien, qui a été retenu par le département. Et donc les marchés d'études sont en cours. Et ça veut dire que sur cette zone-là, c'est le département qui va être financeur, ce qui va permettre à Questemberg Communauté de se consacrer ensuite sur d'autres liaisons. Si je ne dis pas de bêtises, cher binôme, parce que c'est mon binôme qui est pro là-dedans. Donc sur les mobilités douces, je profite de l'occasion pour repréciser le dispositif dans le cadre du programme de solidarité territoriale qui aide et soutient les communes, qui finance à 30% avec un plafond à 225 000 € de mise en œuvre de voies et aménagements cyclables. Une autre actualité concernant les mobilités, vous n'avez peut-être vu dans la presse que le président Lapartien a pris la décision d'annuler le projet de 2x2 voies de la RD 775 au niveau de la Vraie-Croix, après des concertations avec les élus des communes concernées. Nous nous sommes impliqués dans ce dossier dès notre prise de fonction avec Boris pour faciliter les échanges entre le conseil départemental et les acteurs locaux. Des mots même du président, ça a été certainement la décision la plus difficile à prendre de son mandat, parce que renoncer en politique n'est jamais simple. Nous avons bien conscience que certaines et certains ont perdu des biens dans cette affaire, que d'autres sont dans l'incompréhension par rapport à cette décision. Mais il nous semble important de répéter que le reste du projet d'aménagement routier est aux oubliettes depuis bien longtemps
et qu'il n'y aurait eu que ces quelques kilomètres de 4 voies, entrecoupés de 3 ronds-points, sans rien avant et sans rien après. À une époque où la consommation des terres est surveillée comme le lait sur le feu, où le respect de l'environnement n'a jamais eu autant d'importance et où les finances risquent de se tendre, cette décision nous paraît sage et responsable. Par contre, nous serons présents pour travailler à la sécurisation de cet axe qui reste primordial et nous serons au rendez-vous pour travailler avec les services et les élus locaux dans ce sens. L'année dernière, lors de nos vœux, on avait présenté une aide aux associations qui étaient désireuses d'acheter des véhicules, neufs ou d'occasion. Il y avait une subvention du département. Cette aide existe toujours. Et en fait, nos interventions ont porté leurs fruits puisque plusieurs associations du canton ont fait leur demande par la suite. Donc on profite donc de cette tribune pour rappeler aux membres des associations qu'il existe un certain nombre de dispositifs et qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter et à nous mettre en copie des demandes de subventions. On en a une en cours là, pour le petit événement du mois de mars. Voilà. Des aides pour les particuliers existent aussi pour le maintien à domicile, mais aussi pour des bourses pour les étudiants avec le campus trotteur, donc, qui veulent partir étudier à l'étranger. Et aussi l'aide à la restauration, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a une aide aussi pour les jeunes qui veulent passer leur BAFA. Et que je sais que Questenberg Communauté aide aussi, donc ça fait double aide. Ouais. Face aux difficultés que nous voyons tous et toutes lorsque nous allumons nos télévisions, lorsque nous ouvrons nos journaux, face à la tentation de certains au repli sur soi, nous continuerons avec Boris à être présents autant que possible sur notre canton, apporter une vision différente, au plus proche des attentes et des besoins de nos concitoyens. L'agenda est parfois chargé, surtout en janvier, mais les rencontres que nous avons la chance d'avoir depuis le début du mandat nous font oublier la fatigue et nous donnent envie de poursuivre la tâche pour laquelle vous nous avez fait confiance. Merci encore pour cette invitation ce soir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2024, à vous, à vos familles, qu'elle soit pleine de joie, de solidarité et de respect. Merci, bonne soirée. Merci Marie pour ces informations départementales et puis je passe la parole à Paul pour conclure les discours. Merci Patrice, monsieur le maire, le conseil municipal évidemment, que je salue. Vous, mesdames et messieurs les élus, et vous, Lausacois et Lausacoises. Donc, alors moi, j'ai pas fini mes vœux, hein, il y en a encore quelques-uns. D'ailleurs, je finirai le 31 janvier. C'est un mercredi, ce sera la Roche-Bernard. Donc, c'est ainsi. Alors, donc mon ancienne élève, vous avez vu, elle vole de ses propres ailes aujourd'hui, c'est bien, c'est le but de l'enseignement. C'est tout simplement d'avoir des gens qui soient émancipés et qui soient capables de faire leur choix. C'est toujours quelque chose qui me semble pour moi évident et toujours essayer en tout cas de susciter la réflexion plutôt que la norme. Mais bon, ça c'est quelquefois certains voient évidemment l'éducation comme un formatage, mais si c'était comme ça, on serait tous des clowns, ce serait quand même pas intéressant du tout. Donc, à l'Assemblée nationale, on n'est pas que des clowns, hein, je peux vous le dire. Il y a des gens différents, il y a des façons de voir différentes. Alors, quelquefois, il y a certains qui ont une certaine véhémence, il faut bien le dire. Quelquefois, certains, d'ailleurs, se laissent aller à des attaques ad hominem qui, bon, n'ont pas à mon sens, n'ont pas leur place dans nos hémicycles, quels qu'ils soient. Cependant, il y a donc un certain nombre de projets de loi qui sont votés, ou pas, ça dépend. Certains qui font polémique, ou d'autres qui ne font pas polémique. Alors, sur les questions, si vous voulez, qui nous touchent directement, il y a bien sûr les questions de santé. Et pour les questions de santé, on avait fait un groupe transpartisan. Alors, comme il n'y a pas de majorité véritable à l'Assemblée nationale, il n'y a que des minorités. Bon, il y a des minorités plus grosses que les autres, évidemment. Mais donc, en proposant quelque chose comme ça qui est assez consensuel, on peut effectivement avoir une majorité à un moment donné, voire quand le gouvernement voit que c'est vraiment trop... Il propose lui-même quelque chose qui va dans le même sens.
Donc finalement, on arrive à se mettre d'accord. Alors c'est pour ça qu'on avait fait une loi sur les déserts médicaux. Et cette loi sur les déserts médicaux, tous les articles en fait ont été votés ou intégrés dans une autre loi qui a été présentée par quelqu'un du gouvernement cette fois-là, enfin peu importe, mais c'était, si vous voulez, les deux lois étaient à peu près les mêmes. Sauf un, qui était celui de la mini-sectorisation des médecins que nous proposions, qui était en gros que dans les zones bien dotées, 10% à peu près du territoire français, c'est pas énorme, hein, 10%, sur que les 90 autres pourcents, l'installation était libre, et bien que les médecins, sur ces 10%-là, ne s'installent que si, en gros, il y en a un qui part à la retraite. Bon, c'est Biarritz, c'est Nice, c'est Paris intramuros, enfin, etc. Dommage qu'on n'ait pas eu, on a eu un tir de barrage, en fait, de la minorité présidentielle et du Rassemblement national. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, il y a quand même un certain nombre de propositions de loi qui sont passées, enfin de propositions qui étaient à l'intérieur qui sont passées. Sur les hôpitaux, alors je sais qu'ici vous êtes plus près de Schubert que des hôpitaux de Redon ou de Pleyhermel, mais sachez qu'on a un véritable problème quand même sur le financement global des hôpitaux. Ils sont quasiment tous en déficit au niveau français, et on a un véritable problème sur celui de Redon. Alors, samedi prochain, par exemple, je ne ferai pas de vœux parce que à 11h, les élus du territoire de Redon, donc je pense certains Saint-Gravé, on est juste à côté, et puis Cadin, c'est pareil, en fait, sont invités à venir à d'abord un comité d'appui à l'hôpital de Redon, et puis à 11h, il y aura une photo qui sera faite avec les élus qui sont là, et je pense qu'il y en aura beaucoup. On a vraiment besoin de reconstruire cet hôpital-là, qui est construit avec, pour ceux à qui ça dira quelque chose, c'est un habitat pailleron, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas très sécurisant. En fait, il faut tellement mettre de sécurité en plus que ça coûte à peu près 2 millions d'euros par an à l'hôpital de Redon. 2 millions par an. Donc vous voyez, à un moment donné, faire un investissement, ça paraît plus que raisonnable. Les autres questions sur lesquelles on travaille, alors bon, il y a parfois des lois qui heureusement ne vont pas jusqu'au bout. Il y en avait une là dernièrement qui était sur les convocations des conseils municipaux qui proposaient de passer à 20 jours. Oui, je vois la tête des maires, forcément. On a juste fait remarquer au rédacteur de la loi que déjà à l'Assemblée, nous, c'est une semaine à l'avance. Alors, 20 jours... Bon, il a finalement retiré sa loi, et je pense que c'était pas mal, parce que c'était encore rajouter des complexités aux élus locaux. À mon avis, on a bien autre chose à faire que ça, et d'ailleurs à leur donner un véritable statut. Enfin bon. Et puis, donc, il y a aussi des lois qui ne sont pas vraiment importantes, pour dire les choses, voire inutiles, et donc, dans ce cas-là, il faut savoir les rejeter. Sur le logement. Parce que le logement, vous avez dû vous en apercevoir, il y a eu un effet Covid par-dessus le marché. Les logements ont pris en gros un tiers de plus. La construction, c'est pareil, parce qu'on a eu un phénomène d'inflation qui a quand même un peu plombé également le pouvoir d'achat, alors dans bien des niveaux. Hein. Il y a évidemment l'essence, mais il y a aussi la construction. Alors, on a travaillé sur plusieurs domaines. Il y en a un, c'est évidemment le domaine législatif, qui consiste à donner des outils aux maires pour qu'ils puissent mieux réguler, en particulier les hébergements de courte durée. Parce qu'aujourd'hui, les Airbnb, c'est pas la chambre ou la deuxième chambre que vous avez chez vous, c'est des gens qui prennent tout un immeuble et qui en font un Airbnb. Bon, là, ça devient du business, c'est plus un petit plus pour des retraités. Donc, donner la possibilité aux maires de pouvoir le faire, il fallait pour ça que les zones tendues soient développées, parce qu'en 2022, il n'y avait qu'une seule zone tendue en Bretagne, c'était l'agglomération nantaise. Donc, pas les îles et pas la côte. Ça paraît assez aberrant, mais c'était pourtant le cas. Donc maintenant, c'est fait. Et si un maire a des arguments, il peut même demander à ce que sa commune soit placée en zone tendue en faisant une demande directement au préfet.
La deuxième chose sur laquelle on a essayé de travailler avec des réussites diverses et variées, c'est évidemment le projet de loi de finances. Parce que si vous prenez par exemple le PTZ, le prêt à taux zéro, bon, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais que le gouvernement veut limiter de plus en plus. Aujourd'hui, on ne peut le faire que sur de la rénovation, alors qu'à mon sens, ce serait bien aussi de le faire sur des maisons que l'on construit directement, donc du neuf. On n'a pas réussi à faire ce genre de choses. Et puis globalement, je regrette que le gouvernement prenne et fasse une ponction sur les HLM qui ampute leur capacité d'investissement à peu près de moitié. Alors, je sais bien qu'en Bretagne, la plupart des gens sont en fait propriétaires de leur logement. On est champion de toute catégorie en France, puisqu'on doit être à peu près 2/3 des gens qui sont propriétaires. Mais, vu les revenus que l'on a, 80% auraient le droit d'avoir, 80% des gens auraient le droit d'avoir des logements sociaux. Or, il y en a à peu près pour 20%. Oui, je ne sais pas, là, le micro a quelques difficultés ou c'est moi qui parle trop fort, je ne sais pas. Donc voilà, alors on va continuer évidemment à travailler sur ces questions-là parce que ce sont des questions qui impactent directement votre vie. Et puis on a eu la dernière loi au mois de décembre qui était la loi immigration. Alors cette loi, je pense, pose un postulat qui, à mon avis, me semble faux. C'est-à-dire qu'il lie plus ou moins immigration et insécurité. L'insécurité, ça vient du trafic de drogue et de différents trafics. Il y a des immigrés qui sont dedans, mais il y a aussi des gens comme vous et moi, bien blancs, sans problème. Donc, c'est deux choses différentes. Et pour vous dire franchement les choses, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire fonctionner nos hôpitaux s'il fallait se débarrasser de tous les médecins étrangers qui s'y trouvent. Pour les chercheurs, c'est à peu près la même chose. Hein, parce que les différents pays, en fait, il y a une concurrence entre nous pour avoir les chercheurs dans un certain nombre de domaines. Et on les prend, quelles que soient leurs origines. Et puis, il y a bien sûr les petites mains. Alors, c'est pas chez nous, c'est moins évident. Mais je peux vous dire qu'à Paris, toutes les femmes de ménage de l'Assemblée nationale sont noires. Elles viennent du Cap-Vert. Et moi, je les vois depuis 10 ans. Donc, vous voyez bien que c'est des choses il ne faut pas lier des choses comme ça qui n'ont pas de rapport entre elles. Sinon, on risque de faire des erreurs. Et dans une population qui fait de moins en moins d'enfants, eh bien, on a quand même besoin de gens pour travailler. En tout cas, c'est ce que me disent les patrons chez nous. Alors, globalement, pour terminer, parce que sinon, je vais me faire rappeler à l'ordre le patron, les choses vont plutôt bien. On a un taux de chômage très bas. On a peu de défaillances d'entreprises. En tout cas, pour l'année 2023, on avait quelques craintes. Il n'y a pas eu vraiment de problème. Quelques difficultés qui arrivent aujourd'hui, mais une inflation qui commence à rebaisser. Donc finalement, je pense qu'en Bretagne, on est bien placé. Dans certaines régions, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mais donc, moi, je reste... alors, peut-être est-ce un défaut, je ne sais pas, mais je reste volontairement optimiste, même si je regarde parfois les choses de façon juste, me semble-t-il, mais ça ne m'empêche pas d'être optimiste pour l'avenir. Donc je vais vous dire, il y a la prospérité, regarde parados. On a Bretarguela, mais non, ça c'est un peu trop par contre. Donc je disais, puisque nous sommes ici, alors comme je suis un député qui est sur la frontière linguistique du XXe siècle et que Lauzac était au XXe siècle encore en Basse-Bretagne. Donc je vous ai dit bonne année, bonne santé. Yahet, c'est ce qu'on se dit, Yahelmat, hein, la santé, la prospérité. Et puis les anciens disaient chez nous, le paradis à la fin de vos jours. Alors bon, je serais tenté de dire avant la fin de vos jours, c'est plus sûr. Mais bon, c'est vous qui voyez. Merci Paul. Dans mes remerciements tout à l'heure, je remerciais les élus, dont vous avez bien remarqué qui ils sont, parce qu'on est ici, puis vous les connaissez. Les agents, c'est ceux qui sont à droite là-bas sur le banc, à ma droite. Pas Jackie, Jackie n'a jamais travaillé à la mairie, il s'est mis là. Je vais te demander à Caroline, par contre, de se lever, sur Caroline Vigneault, parce qu'elle a été employée en 2024, c'est elle qui remplace Nolwenn, qui nous a quittés. Elle a pris une disponibilité, et donc Caroline est avec nous depuis le mois de juillet. Voilà. Merci Caroline.
juste quelques minutes avant de vous libérer, je vais appeler à me rejoindre ici Rémi Touche, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on profite souvent des vœux dans les communes ou les autres pour remercier des gens qui ont une action généreuse envers leurs concitoyens. Et Rémi, je voulais le remercier particulièrement ce soir parce que c'est quelqu'un qui agit dans l'ombre. Souvent, les gens ne te connaissent peut-être pas tous, ne savent même pas pour certains ce que tu fais. Mais Rémi, il est habitant de Lausac depuis 16 ans, je disais 15 ans, je n'étais pas loin, merci. Il nous vient de Musiac, il est très connu sur le pays de Musiac parce qu'il œuvre aussi beaucoup là-bas. Mais aussi sur Lausac. Rémi, c'est un passionné de photographie, mais aussi d'histoire locale. Il a écrit quelque chose, il a produit quelque chose, il pourra vous en parler tout à l'heure, sur Musiac. Et pour la mairie ici, depuis de nombreuses années, il nous fait des photos, des diaporamas. Il a rédigé un livre sur la biodiversité, des montages vidéo, qui marquent l'évolution physique de notre commune. C'est intéressant. Il a suivi, alors on a ça sur des petits films, des bâtiments comme le Carré des Arts, par exemple, de la démolition à la fin des travaux. On a tout ça en images grâce à lui. Les aménagements du bourg, la mairie, la boulangerie évidemment. Et donc ça nous permet d'accumuler comme ça une base d'archives qui est intéressante pour nous. Et sans doute que s'il n'était pas là, ça aurait été mal fait ou moins bien fait. En tout cas, lui, il fait ça très très bien. Et donc au nom du conseil municipal, au nom de la commune de Lausac, je voulais te remettre une médaille, la médaille de la commune, pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà. Merci Rémi. Je m'y attendais pas. Je pensais pas être le seul, ça aurait été plus facile. Voilà. Ouais, je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient l'obtenir aussi. Merci à tous et j'adore mon coin, Musiac à Lausac. Lausac qui a été dans le temps dans le canton de Musiac, dans les années 20, et puis qui est parti sur Questembert. Mais en cherchant un peu, si vous faites un peu de généalogie, je me suis aperçu que les grands-parents étaient commerçants à Questembert. Et puis les mariages ont fait qu'on s'est retrouvés à Musiac. Voilà. Merci à tous. Patrice, il faut toujours... Un paysan doit toujours avoir son couteau. Son chapelet. Il n'a pas de limite. Je l'ai fait hier avec les mains, mais c'est vrai que le couteau m'a été utile aujourd'hui. Voilà, Rémi, la médaille de Lausac, avec plaisir. Et puis je vois que tu es accompagné, donc tes amis peuvent nous rejoindre et on va faire une petite photo. Je vais vous libérer, donc on se lève, peut-être ranger quelques chaises qui sont dans le fond, et on va boire ensemble le verre d'amitié. Et ce que vous aurez à déguster, c'était produit à la boulangerie au Fournil de Lausac. Voilà. Encore merci d'être venu et d'avoir répondu positivement à notre invitation. Belle fin de soirée à tous. Et puis je vous dis encore une fois, bonne année 2024.